Et puis aujourd'hui, donc, nous sommes là dans le cadre des Journées nationales de la qualité de l'air. Pour nous, c'était important de profiter de cette opportunité qui est offerte par les JNQA pour justement parler de réponses et avoir ce temps d'échange entre acteurs et citoyens du territoire. Donc aujourd'hui, on va faire, je reviendrai après sur le territoire, etc., je présenterai, mais aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitions, c'était vraiment laisser la part belle aux actions qui sont mises en place sur le territoire. Alors bien sûr, on ne peut pas détailler toutes les actions du plan d'action, hein, puisqu'il y a à peu près une centaine d'actions, voire plus même, mais c'était donner l'éclairage sur quelques actions qui sont en lien avec ce que l'on a entendu sur le territoire lors de notre campagne au printemps. Donc, ces actions, elles sont vraiment en écho par rapport à ce que l'on a entendu comme préoccupation et attente citoyenne au printemps. Donc, nous avons organisé le webinaire aujourd'hui autour de ça, être mieux informé, être mieux impliqué, pouvoir agir en tant qu'acteur en tant que citoyen et acteur du territoire. Donc, un point important pour nous aujourd'hui, et donc j'en appelle justement aux intervenants, c'est de bien respecter le temps de parole parce qu'on souhaite vraiment que ce soit un temps d'échange entre acteurs et citoyens. Et donc, du coup, il y aura 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions. Et donc, Shirley va nous donner quelques explications sur les modalités pour poser des questions. Oui, alors quelques règles de bon déroulement pour ce webinaire. Donc, comme l'a dit Gwenaëlle, vous avez un temps d'échange et de questions après chaque intervention des acteurs. Si vous souhaitez intervenir, vous pouvez lever la main. Gwenaëlle vous donnera la parole en temps voulu. Vous avez un petit emoji en haut avec une petite main. Donc, si vous avez une question, vous pouvez directement lever la main et Gwenaëlle vous donnera la parole. Ou vous pouvez aussi poser votre question directement dans le chat. D'ailleurs, en parlant de main levée, Anaïs, vous avez la main levée. Si vous pouvez juste la baisser, s'il vous plaît, merci. Donc, merci à tous. Et en attendant, pensez bien à couper vos micros si cela n'est déjà pas fait. Merci Shirley. Donc, on va prendre les questions. Donc, je disais, on a 5 minutes de questions. À la fin de chaque séquence, du coup, pour respecter le timing, on s'arrêtera. Par contre, si votre question n'a pas pu être posée, surtout mettez-la dans le chat. On y reviendra à la fin de la réunion. Donc, on va dans un premier temps présenter rapidement le dispositif réponse et ensuite on viendra sur quelques actions, je le disais, donc en lien avec les attentes que l'on a entendues sur le territoire, mais on va vous expliquer tout ça. Et je voudrais vous présenter maintenant Laura. Ou Laura. Oui, bonjour à tous. Donc Laura vient de finir ses études en environnement. Elle habite sur le territoire, donc elle habite à Saint-Chamas et elle a découvert Réponse et elle souhaitait poser quelques questions. Et elle a trouvé que c'était plus fluide si justement on s'appuyait sur Laura pour présenter Réponse. Alors tout d'abord, j'aurais aimé savoir quel est l'objectif du projet et dans quel but vous l'avez mis en place. Alors le projet Réponse en une phrase, c'est simple, c'est apporter des réponses et des actions concrètes aux attentes et aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre. Quand je parle de territoire de l'étang de Berre, c'est 21 communes de l'arrondissement d'Istres, c'est 300 000 habitants. D'accord. Et pour recueillir les attentes, vous avez procédé comment? Alors en fait, on a fait une première campagne en 2019. Cette campagne, elle visait vraiment à écouter les populations de la façon la plus ouverte et la plus neutre possible. Donc nous sommes allés au-devant des populations de différentes façons, soit en allant vers eux, soit en leur demandant de venir selon ce qu'ils préféraient. Et nous avons ainsi recueilli 120 attentes. Notre premier engagement, que nous avons absolument tenu, c'était de bien conserver chacune de ces attentes et de toutes les garder, ne n'en mettre aucune sous le tapis. Quand je parle des attentes, c'est aussi bien évidemment réduire la pollution de l'air, les émissions, hein, donc évidemment, que ce soit industriel ou autre. Ça, c'était une des attentes que l'on avait entendues. Mais on a aussi entendu des attentes comme, par exemple, être mieux informé sur la pollution de l'air ou ce qui est fait sur la mobilité, par exemple, ou quel est le lien entre pollution et santé. Voilà, tout ça, ce sont ce que l'on appelle des attentes ou les préoccupations. D'accord. Et une fois que vous avez eu toutes ces attentes, vous en avez fait quoi? Comment vous les avez traitées? Alors, en fait, nous, les a juste triées, organisées.
c'est ce que l'on voit sur le slide dans la partie gauche, l'arbre là, c'est ce que l'on appelle l'arbre des attentes. Et ensuite, on les a transmis à tous les acteurs du territoire pour qu'ils apportent des réponses. Et en fait, ça, c'était le deuxième engagement du projet Réponse, hein, un engagement qui était porté par les acteurs du territoire, c'était apporter des réponses à chacune de ces attentes et de ces préoccupations. Et plus concrètement, les acteurs du territoire, c'est qui? En fait, ce sont tous les acteurs qui sont rassemblés au sein du SPI, mais pas que, et ce sont en fait les acteurs de la société civile, ce que l'on a identifié au moment du Grenelle comme les 5 collèges, que sont les associations, les collectivités, l'État et les services de l'État, les industriels et les représentants des salariés. Donc, je l'ai dit dans l'ordre alphabétique parce que pour nous, il n'y a pas de prééminence de l'un ou l'autre. Ils sont tous au même niveau et ce sont tous ceux qui ont des leviers d'action sur le territoire contre la pollution de l'air. D'accord, donc on va avoir peut-être des exemples concrets d'actions qui ont été mises en place? Oui, exactement. Exactement, c'est ce que l'on va faire maintenant. OK, merci. Donc, en fait, maintenant, comme je vous le disais, on a décidé d'organiser la soirée autour des attentes, merci Laura, autour des attentes qui ont été entendues sur le territoire lors de notre deuxième campagne de consultation des populations, mais pas que, il y en avait qui ont été réitérées par rapport à la première fois. Et donc, cette campagne, elle a eu lieu au printemps. Et l'idée, c'est toujours la même, en fait. Et c'est autour de ça que l'on a construit ce webinaire. C'est vraiment être plus éclairé pour être pleinement acteur sur la pollution de l'air. Et donc, une des attentes portait notamment sur le contrôle des industriels par la police de l'environnement. En fait, il est apparu, quand on a écouté les populations, qu'il y avait quand même un grand flou sur ce qu'était cette mission de la police de l'environnement, donc en l'occurrence de la DREAL, et comment est-ce qu'on pouvait clarifier le sujet, l'expliquer de façon plus simple, peut-être plus facile, plus compréhensible pour tout à chacun. Et donc, nous avons là Guillaume qui va expliquer les modalités de contrôle auprès des industriels. Guillaume, donc je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc Guillaume Xavier de la DREAL PACA. Donc je suis chef adjoint du service prévention des risques. Donc on exerce pas mal de métiers autour de la prévention des risques technologiques et risques naturels, mais je vous parlais un peu plus du contrôle des installations classées, donc des usines. Il y a pas mal d'éléments qui sont déjà en fait en ligne sur le site de réponse, mais je vais les évoquer rapidement pour qu'on puisse avoir un jeu de questions-réponses. Donc notre police, elle s'intéresse aux industries les plus polluantes et les plus préoccupantes, on va dire, pour limiter les risques et pour limiter les impacts en termes de pollution. Et ces industries ou ces activités sont, dans un premier temps, autorisées. Elles sont réglementées. Elles possèdent chacune leur propre réglementation. Ce n'est pas un permis de conduire régulier, général qui est délivré. C'est un permis qui est propre en fait à chaque site. Donc ça, c'est la première chose, c'est que les usines et les activités classées font l'objet d'une réglementation qui leur est particulière. Et ensuite, cette réglementation, elle est contrôlée par notre police spéciale, donc police de l'environnement des ICPE, qui passe par un contrôle par l'État, mais d'abord un autocontrôle. On l'évoque assez peu, mais la première chose que doivent faire les industriels qui sont autorisés, c'est de mettre en place un certain nombre de normes et de réglementations pour contrôler les rejets qu'ils effectuent, pour contrôler l'efficacité de leur système de mesure et de maîtrise des risques. Donc il y a déjà un autocontrôle qui est confié aux entreprises. Et selon les thèmes, parce qu'ils sont très larges, hein, ça va des équipements sous pression aux produits chimiques, il peut y avoir énormément de facteurs de risque. Il y a des différentes briques qui se coordonnent en fait afin de s'assurer que chaque risque est bien pris en compte. Donc on va avoir déjà une première obligation qui est d'autocontrôle. Ensuite, une fois que l'entreprise est autorisée, qu'elle commence à exploiter et qu'elle fait ses autocontrôles, eh bien, très régulièrement, l'inspection des installations fait des visites sur le terrain.
Selon l'importance de l'entreprise, il peut y avoir une fréquence très différenciée. Les installations classées, je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est très large. Ça va de la station-service en passant par les industries pétrochimiques, en allant aux carrières, aux incinérateurs. Donc c'est très très large. Donc chaque type de risque est classé. Et puis ensuite, on a une espèce de hiérarchie qui va déterminer quelles sont les installations les plus préoccupantes. Et donc selon cette hiérarchie, ben, on va y aller plus ou moins souvent, pardon. Et c'est une police qui est proactive. On ne réagit pas qu'en cas d'accident. On a des inspections qui sont planifiées. Donc on va aller faire des visites d'inspection qui peuvent être annoncées ou inopinées, qui peuvent être réactives, c'est-à-dire suite à une plainte, suite à un accident, suite à un incident, ou suite à une action aussi un peu coordonnée, quand il y a un événement de portée nationale. On l'a eu cette année, on a une action réactive globale sur des sites qu'on ne voit pas trop souvent. C'est-à-dire que suite à l'accident de Lubrizol, pardon, sur un Céveso, on s'est reposé la question de l'environnement proche des Céveso. Donc on est allé faire des inspections sur des sites qu'on ne voit régulièrement, pas très souvent, dans ce cadre-là. Donc voilà, donc on a un programme d'inspection qui nous cadre, qui cadre notre activité. Donc on va sur le terrain très régulièrement. Comment ça se passe une visite d'inspection? Ben, on prend la manière dont est réglementé le site. Donc je vous invite à regarder un petit peu sur le site GeoRisque, notamment comment ça peut être réglementé un site, mais il peut y avoir énormément de texte et on va prendre un certain nombre d'items qui vont être déroulés sur une journée. Donc l'inspecteur se déplace sur le terrain, prépare son inspection, il se dit cette fois-ci, je vais aller vérifier que les rejets de telle cheminée sont conformes. En même temps, je vais vérifier que l'entreprise gère bien ses déchets et que les mesures obligatoires en termes d'économie d'énergie sont bien mises en œuvre. Donc on va prendre plusieurs thèmes et puis sur la journée, l'inspecteur va dérouler ces thèmes avec l'exploitant. Selon la portée, on peut prévoir ou ne pas prévoir, enfin on peut prévenir ou ne pas prévenir. On a quand même des prérogatives de police, hein. On n'est pas dans le cadre d'un audit de conformité. On vérifie vraiment certains paramètres. Donc on fait ces visites de terrain qui vont conclure non pas à la conformité du site, mais vérifier que sur les points de contrôle, on n'a pas de non-conformité. Et si on constate des non-conformités, eh ben en fait, on va proposer des sanctions administratives. C'est une police avant tout administrative. On a aussi le volet pénal qu'on peut déployer, mais en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une police beaucoup plus réactive en étant sur une police administrative. Donc chaque visite de l'inspection fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont depuis quelques années en PACA publiés sur un site et on a eu un petit problème de migration de système, mais à partir de 2022, tous les rapports d'inspection seront de nouveau publiés. Donc il y a une grande transparence sur l'action de l'inspection. Donc toutes les visites font l'objet de rapports, y compris si elles ne décèlent pas de non-conformité. Et puis ensuite, en fonction de ce qu'on aura détecté pendant la visite, soit on dit que il y a le respect des prescriptions, ça ne va pas plus loin. Soit on a des prescriptions insuffisantes ou des choses pour lesquelles on n'est pas sûr qu'on est dans une vraie non-conformité. Donc on va reboucler un petit peu avec l'exploitant. Donc on peut soit changer les prescriptions, soit les faire évoluer, peut-être aussi parce que l'activité d'entreprise a évolué. Voilà, on va essayer d'adapter. Ou sinon, si on a des non-conformités, la première chose qu'on va demander à l'exploitant en sortant, c'est de se remettre en conformité. Donc c'est facile à dire, parfois ça peut nécessiter des investissements longs, ça peut nécessiter d'autres fois simplement de revoir l'organisation, ça peut prendre énormément de voies différentes en fait. Les situations auxquelles on est confronté en inspection, c'est très varié, hein. Comme je disais, entre une station-service, une carrière, une décharge, un incinérateur et une raffinerie, on peut avoir un nombre incalculable de situations. Mais donc en fonction de ce qui a été constaté, donc on va soit tendre vers une remise en conformité rapide, donc voilà, on dit c'est non conforme, remettez-vous en conformité, ça se passe assez bien, ou soit c'est pas possible dans des délais immédiats, donc on va aller sur une sur une mise en demeure. Donc une mise en demeure, on peut considérer ça comme un rappel à la loi, mais ça va plus loin que ça rappel à la loi, puisque c'est en fait ça ne clôt pas la procédure, ça la démarre en fait. La mise en demeure, on va dire à l'installation, voilà, vous devez mettre en place une gestion des déchets cohérente, etc. Vous avez 3 mois pour le faire. Au-delà de ces 3 mois, les sanctions administratives vont pouvoir tomber. Donc on a vraiment ce distingue du classement d'un rappel à la loi simple, c'est clair qu'on va pouvoir commencer à déployer des sanctions administratives.
Donc une amende, une astreinte journalière, des suspensions d'activité, des suspensions partielles, on va durcir certains paramètres, on va interdire certains produits, voilà, ça peut prendre plein de voies différentes, ces sanctions administratives. Donc elles ne sont pas soumises à un tribunal, hein, c'est le préfet qui les signe et qui les impose à l'exploitant, qui lui après peut se défendre via le tribunal administratif. Mais donc globalement, cette police administrative, elle est quand même assez efficace, hein. On constate, on met en demeure. On a quand même dans la grande majorité des cas des industriels qui se remettent en conformité, puis si on n'y va pas, on va sur les sanctions administratives. Et selon la typologie d'exploitant, ben, on va aussi aller sur des sanctions pénales. Donc là, on va tomber on va rédiger un PV, faire des auditions et faire une enquête qui va être complètement différente de notre police administrative. Donc voilà, j'essaie de résumer en quelques mots ce qu'est notre police spéciale des installations classées. Donc on part de sites qui ont un règlement qui leur est propre. Et donc après, on a des inspecteurs qui sont pour la plupart ingénieurs ou techniciens qui vont préparer des inspections ciblées et puis après découler toute cette stratégie de constater. Donc on vérifie des choses, on fait des constats formels, on propose des mises en demeure, enfin, on cherche à rétablir la conformité, on ne cherche pas à corriger ou à réparer. Ce n'est pas tout à fait l'action administrative qu'on a sur les sites, hein. On les renvoie vers la conformité. S'il y a des faits graves, on va aller quand même vers le pénal. Et donc, voilà, j'espère avoir résumé en quelques mots notre mission. En PACA, c'est 70 inspecteurs en UD qui réalisent ces inspections, une vingtaine au siège qui assurent une mission d'expertise et de soutien et des inspections un peu plus ciblées, avec une cible de 1100 inspections cette année et 1200 l'année prochaine. Bon, voilà, en quelques mots. Merci Guillaume. L'exercice, c'était pas facile. Merci bien. Je crois que Madame Sanson a une question. Chloé. Oui, bonsoir. En fait, je me demandais juste sur quoi se basaient du coup les conformités en fait de chaque usine ou quoi, parce que je me dis que s'il y a un dispositif réponse qui est mis en place, c'est peut-être que les conformités de base, on les trouve plus adaptées ou moins adaptées par rapport à ce qu'on faisait peut-être des années avant, je sais pas. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. En fait, c'est très cadré quand même. Il y a des réglementations européennes et nationales qui vont dire une usine qui fabrique tel produit ou qui a une fumée, elle peut pouvoir rejeter avec la concentration de X milligrammes par mètre cube de tel polluant. Bon, bah ça, c'est la réglementation nationale. Donc là, c'est facile à nous pour vérifier, enfin c'est facile pour nous de vérifier, c'est qu'on prend la réglementation, on regarde ce qui est en sortie de cheminée et puis on confronte. Ensuite, comme vous dites, il y a une difficulté, c'est que le milieu est plutôt sensible, enfin on va dire chargé, on peut dire tous les termes qu'on veut, il y a un certain nombre d'industriels qui se concentrent et du coup, on a été amené quand même, même avant ou en parallèle de réponse, à surréglementer ou à dépasser un petit peu la réglementation nationale sur certains polluants. Notamment les composés organiques volatiles, où il y a une action un peu plus, qui va un peu plus loin que la propre action nationale. On a aussi une action proactive en région sur les torchages. Donc les torchages, c'est le fait de rejeter des produits en cas de presque accident pour éviter. Donc on a une action pour essayer de limiter les torchages vraiment à ce pourquoi c'est réalisé, c'est pour éviter des suraccidents. Donc oui, on a des normes nationales qui sont peut-être par moment à pousser un petit peu au niveau local, si c'est ce que vous vouliez comme réponse. Et donc là, c'est une action de concert qui est menée avec le préfet, qui est menée sur la base d'études des risques sanitaires résiduels, qui est menée avec les industriels et puis avec aussi Atmosud pour s'assurer que les mesures dans le milieu soient cohérentes. Ok, donc il y a un peu de décentralisation quand même au niveau quand il y a des petites spécificités locales. Ok. Alors aussi, on remonte quand les textes nationaux sortent. On participe au groupe de travail, donc le texte il n'est pas fait complètement de manière déconnectée, et même sur certains textes européens, on a des experts au sein de l'ADREAL qui participent à la rédaction des futures réglementations européennes. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Guillaume? Donc, sur Monsieur Bonneau? Oui. Je vous laisse la parole. Oui, je voulais simplement revenir sur la transparence dont vous parliez dans les rapports. Les données de sécurité font qu'aujourd'hui, vos rapports sont moins complets qu'il y a quelques années. Donc, un certain nombre de données nous échappent.
Je comprends qu'il ne soit pas publié sur le site parce que ça donne accès effectivement à toutes les personnes. Donc, est-ce que si je me rends directement auprès des services de l'Adréal, on peut avoir l'ensemble des données concernant les rapports émis par l'Adréal? Alors, je ne suis pas expert auprès de la CADA. Je pense qu'il y a des données de sûreté. Normalement, on a quand même une circulaire, même des textes qui nous disent ce qu'on a le droit de ne pas publier, en fait. Je prendrais plutôt comme ça. Je ne vais pas dire ce qu'on a le droit de publier, c'est qu'aujourd'hui, c'est national, même le mouvement, c'est-à-dire qu'on va publier tous les rapports de toutes les inspections de France. Donc, avant, c'était une spécialité PACA et quelques autres départements. Par contre, je pense que ces accès limités, ils sont liés à la sûreté et je ne suis pas sûr que même dans un dossier d'autorisation, la partie un peu concernant la sûreté, pour moi, ça me paraît évident qu'on ne pourra pas le faire. Après, il y a peut-être une évolution des textes que je ne maîtrise pas, c'est pour ça que je ne suis pas la CADA, c'est la partie sur le secret. Sur le secret industriel ou secret des affaires. Là, par contre, cette partie-là, aujourd'hui, qui émerge, je la connais moins. La partie sûreté, pour moi, oui, une fois que c'est mis sous clé, c'est mis sous clé, quoi. Donc, oui. Ok. Merci. Merci. Mais je ne suis pas expert CADA. La prochaine fois, peut-être. Donc, merci, Monsieur Bonneau. Monsieur ou Madame Ponce? Oui, bonsoir. J'avais juste une question pour savoir si vous pouvez nous donner une estimation du nombre d'actions au pénal que vous avez, par exemple, sur l'année qui vient de s'écouler ou les 2 années passées. Je n'ai pas préparé le chiffre. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle une action au pénal. En fait, assez régulièrement, il y a beaucoup de PV qu'on dresse. C'est-à-dire qu'une mise en demeure qui est non respectée, c'est un délit, donc on dresse le PV. Par contre, est-ce que ça conduit à chaque fois à ce qu'il y ait des suites? J'ai pas fait de statistiques sur les actions pénales qui mériteraient d'être une attention. Je suis navré parce qu'en fait on fait beaucoup de PV mais qui finalement vont sur un classement sans suite. Le classement sans suite est souvent justifié. Un classement sans suite, c'est pas juste parce que l'affaire n'intéresse personne, c'est parce que la conformité a été retrouvée. Donc, là, non, malheureusement, je peux pas vous donner de chiffres. Je le garde en tête et je le donnerai au SPI là pour le diffuser. Oui. Ok. Ok, très bien. Dernière question, Colline Lankmans. Oui, bonjour à tous. Moi, je me demandais, pour le cas des industries qui ne sont pas conformes et qui ne se mettent pas en conformité, est-ce qu'il y a des liens qui sont établis au niveau épidémiologique? Ou est-ce qu'il y a des rapports qui sont mis en lien avec les retours médicaux des populations autour de ces industries qui, du coup, ne se régularisent pas? Directement comme ça, non, on l'a plutôt de manière indirecte sur les études de risque sanitaire et les études, les IEM qui sont réalisées sur les zones. Directement comme ça, c'est vrai que c'est pas un dispositif qui nous viendrait naturellement à l'esprit de se dire l'entreprise pollue un peu plus, donc il faudrait regarder le surplus de risques auquel qu'elle a fait courir aux populations. Après, en cas de menaces graves, je le dis tout ça sans cynisme, hein, attention, n'allez pas interpréter mes propos. Hein. En cas de menaces graves sur la santé, on va intervenir beaucoup plus rapidement que lorsque des seuils sont légèrement dépassés. N'interprétez pas mes propos en disant qu'on est tolérant ou des choses comme ça, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que s'il y avait un risque imminent, on proposerait une suspension ou un arrêt des activités ou une suppression de certains procédés dans des usines comme on a pu le faire récemment en fait. Hein. Donc, mais non, de voir globalement l'impact des dépassements de seuil sur les populations, on l'a dans les études globales. Le protocole qui est mis en place, automatiquement. Ce n'est pas quelque chose qui est étudié. Il n'y a pas un service dédié à ça. On l'a sur les accidents, mais pas sur des dépassements. Okay. Voilà. Mais je note bien la question, mais j'essaie d'être prudent dans ma réponse. Hein, mais... Pas de problème, je comprends. Pas de souci. Je vous remercie pour votre réponse. Si je peux, on a quand même Atmosud qui mesure la qualité de l'air, par contre, en continu. Et quand on sait qu'il y a une entreprise ou qu'il y a vraiment une source un peu plus importante, ils sont
ils surveillent à ce moment-là. Après, le lien avec la santé est beaucoup plus complexe, mais en tout cas, on mesure qualité de l'air. Et on a aussi l'Institut éco-citoyen qui, lui, fait de la biosurveillance sur des lichens, des choses comme ça, et qui suit aussi. Il a aussi, il a la possibilité aussi de tracer les sources. Donc, il y a une surveillance un peu régulière. Après, un lien avec la santé, ben, on y travaille, je crois, tous, mais c'est pas évident. Ouais, effectivement, ce lien avec la santé, il est très complexe, mais je suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un de l'ARS ou de l'ORS là ce soir. N'oubliez pas de baisser la main, s'il vous plaît, et on va passer donc à... alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien sûr les indiquer dans le chat. Et je voulais revenir maintenant sur une attente un peu plus ancienne, en fait, qu'on en a encore entendu là et qui porte... Pardon, j'ai oublié de dire merci à Guillaume. Merci Guillaume. Mais donc, je voulais revenir sur une attente un peu plus ancienne qui était sur comment être informé lorsqu'il y a des événements, et ça fait un peu écho à ce que vous disiez, Pauline. Donc, comment être informé quand il y a des événements, des incidents. Donc là, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, donc je vous renvoie sur la plateforme, mais je vais laisser quand même Marc Bayard donner quelques informations sur Allo Industrie. Bonjour. J'ai l'impression que mon arrière-plan est à l'envers, donc je n'ai pas su le mettre comme il fallait. Non, c'est très bien, tout va bien. Ok. Oui, donc les industriels mènent un certain nombre d'actions. Donc l'objet là, c'est d'être assez rapide pour rappeler effectivement ce qu'est Allo Industrie et de ne pas parler de l'ensemble des actions qu'ils mènent. Il est clair que l'information est une attente importante, sachant que l'attente la plus importante, c'est quand même, et on vient de l'évoquer à travers les questions de police de l'environnement, donc c'est quand même de réduire les pollutions. Et les industriels, donc, ils investissent très régulièrement. On a parlé des réglementations, des seuils. Ceux-ci progressent d'année en année, hein. Donc, il y a des évolutions de la réglementation, des seuils qui s'abaissent, pas en permanence, mais assez souvent, et donc des investissements qui permettent d'améliorer quasiment en continu les conditions. Par rapport à la communication, donc ça, c'est un point qui est important aussi, parce que, il y a beaucoup... il y a des choses qui sont visibles ou qui peuvent s'entendre. Il peut y avoir des événements sur les sites qui peuvent impressionner la population, qui n'ont pas forcément sont pas forcément des dangers imminents ou des choses importantes, hein, puisque la plupart du temps, ce sont des opérations qui peuvent être programmées, qui provoquent des émissions à la torche. Les émissions à la torche, ce n'est pas uniquement des incidents, hein, ou des presque incidents. Ça peut être effectivement des pannes temporaires de machines, mais ça peut aussi être des opérations qui sont prévues pour maintenance. Et sans rentrer dans les détails, donc la torche est un organe de sécurité et c'est un petit peu comme une cocotte minute, hein. Quand la pression monte, il faut dégazer. Alors, tout ça pour dire que les industriels se sont engagés donc à mieux communiquer sur ce qui se passe sur les sites. Je pense que c'est aussi un facteur de confiance avec la population, d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer qu'il y a des opérations, quand c'est des incidents, le dire aussi. Et donc, ils se sont engagés donc, dans ce dispositif Allo Industrie, qui est relativement simple. Le but de mon intervention, c'est de m'assurer qu'un maximum de personnes... Et je pense qu'on a constaté récemment qu'il y a encore assez peu de monde sur le territoire qui connaît ce dispositif. Donc, s'assurer qu'il y a suffisamment de personnes ou que les personnes intéressées puissent avoir accès à cette information. C'est très simple, hein, il suffit de taper Allo Industrie sur sur Google. Et là, il ne faut pas se tromper, il faut taper étang de Berre. Il faut choisir étang de Berre, puisqu'il y en a un deuxième en Normandie. Donc, si vous voulez avoir les informations de Normandie, c'est possible, mais étang de Berre, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, vous pouvez consulter ce site et consulter donc toutes les informations qui sont mises à disposition. Donc, il est en fonctionnement depuis un petit peu plus d'1 an maintenant.
Il y a eu à peu près 150 messages. Alors ça paraît beaucoup, mais il y a beaucoup de messages. Par exemple, sur les 150, il y en a une bonne trentaine, c'est des informations sur des exercices. Alors quand on fait un exercice, il y a des sirènes qui sonnent, il peut y avoir des attroupements, donc voilà, c'est simplement pour prévenir. Les 2/3 de ces messages, c'est des opérations planifiées ou anticipées. Donc, il y a des grands arrêts d'entretien, il y a des arrêts moins conséquents, mais qui, comme je disais tout à l'heure, peuvent provoquer des émissions à la torche. Donc, il y a des informations par anticipation qui disent, voilà, demain matin, on va arrêter, donc vous pourrez entendre du bruit éventuellement ou avoir des torchères qui sont visibles. Voilà. Et puis en cas d'incident, effectivement, pas forcément dramatique, mais une panne machine, une panne de compresseur, bon, bah, instantanément, le gaz qui n'est plus comprimé, c'est la cocotte minute, hein, il doit partir à la torche. Alors, Merci bien, Marc. Voilà. J'ai dépassé mon temps, c'est ça? Alors j'arrête. Oui, c'est ça. Donc, Okay, est-ce que vous avez des questions sur ce dispositif donc, qui a pu être mis en place sur l'étang de Berre grâce à Réponse, hein, qui est donc le dispositif Allo Industrie, qui permet à tout à chacun d'être informé quand il y a un événement ou en préventif? Non, bah, du coup, merci encore, Marc. Merci pour cette présentation de Allo Industrie. Et donc, on va maintenant laisser la parole à Sabrina. Donc, en fait, donc, il y avait beaucoup d'attentes qui portaient sur être informé, mieux comprendre, etc. Donc, voilà, on en a évoqué quelques éclairages là à travers les actions précédentes, mais on avait aussi des attentes qui portaient sur comment être impliqué aussi, comment contribuer à une étude, à mieux connaître ce qui se passe sur le territoire. Et d'autre part, on avait aussi clairement un retour sur les effets de la pollution, notamment en termes d'allergie, avec vraiment des inquiétudes. Enfin, en fait, je dirais que pour la population, le premier symptôme de la pollution et de ses effets sur la santé, ce sont les allergies. Et donc, en fait, Sabrina là, va nous montrer une étude qui cherche à identifier le lien entre pollution et allergie. Donc, Sabrina, je vais vous laisser mettre en place vos slides et partager votre présentation, s'il vous plaît. Et donc, en fait, chacun pourra contribuer à cette étude donc, sur le lien entre pollution et allergie. Sabrina fait partie de la société Kiomed, qui est basée à Montpellier et qui a obtenu un financement européen pour ce projet-là, qui est vraiment un très gros projet hein, qui porte sur le territoire de l'étang, mais pas que, et qui est aussi en lien, enfin soutenu ou avec comme partenaire, je dirais plutôt, Atmo Sud ou par exemple la métropole, entre autres. Hein. C'est ça. C'est bon pour le partage des documents? Alors, du coup, je vais juste refaire le partage. Hop. Je vous le mets tout de suite. Voilà, je vous partage mon écran. Vous voyez? Oui, c'est bon. Il n'est pas en plein écran par contre. Hein. Il n'est pas en plein écron? Si, c'est bon. Ça y est. Ah, ça y est. Donc, en fait, je vais vous présenter l'étude Mistral, c'est son petit nom. Donc, je vais passer le titre parce qu'il a déjà été bien présenté en introduction. L'étude Mistral, c'est un projet qui est soutenu par l'Union européenne et par la région Sud et qui implique de nombreux acteurs qui sont spécialistes à la fois des problématiques de pollution, des problématiques de pollen et des problématiques de santé. Et puis des acteurs locaux. Alors, la première question, c'est est-ce que vous êtes allergique au pollen? Et si la réponse est oui, du coup, cette étude vous concerne. Je vais passer sur quelques petits faits marquants. Les allergies au pollen représentent aujourd'hui concernent aujourd'hui 30% des adultes et 20% des enfants. Donc, c'est assez énorme. Et il faut savoir que le nombre de personnes allergiques au pollen a triplé en 25 ans.
Donc ça, c'est vraiment un fait très, très marquant. Les raisons, c'est le réchauffement climatique, l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'air et la pollution atmosphérique. Donc nous, on s'intéresse particulièrement à la dernière des trois, donc la pollution atmosphérique. Et la première question, c'est comment agit cette pollution sur nos allergies. Donc là, il y a deux modes d'action. Le premier mode, il est assez logique, c'est-à-dire que la pollution va agir sur nos muqueuses respiratoires, les fragiliser, et du coup, elles vont être plus sensibles aux allergènes que sont les pollens. La deuxième explication, c'est que là, il va falloir aller chercher au niveau plus microscopique, c'est il a été démontré qu'en fait, la pollution, les polluants interagissent directement avec les grains de pollen et modifient leur structure. Et en modifiant leur structure, les rend plus allergènes. Alors, on sait beaucoup de choses, on en sait pas mal, mais par contre, il reste encore beaucoup de questions. Et parmi les questions, est-ce que tous les polluants ont le même effet sur nos allergies? Et est-ce que certains pollens sont plus sensibles que d'autres à la pollution? Tout ça, ça reste encore très vague. Et pour répondre à ces questions, on a besoin des citoyens. Donc, pour l'étude Mistral, votre mission, si vous l'acceptez, est de répondre à un questionnaire sur une application mobile, et ce, à raison d'1 minute par jour pendant 1 à 2 mois. Donc, c'est assez simple. Cette application mobile, c'est celle-ci. Il y a quelques questions, je vais vous montrer 4 écrans. Ici, c'est globalement à quel point vos symptômes allergiques vous gênent aujourd'hui. Donc, vous mettez votre curseur, vous le positionnez là où ça semble correct pour vous. On va vous poser des questions sur les médicaments que vous avez pris, parce que bien entendu, quand vous prenez un médicament, le niveau d'allergie va être un peu baissé. Et puis, on vous pose des questions sur votre localisation, parce qu'il est important de savoir où les symptômes ont commencé pour savoir quel polluant et quel pollen était présent à ce moment-là. Et puis, le dernier type de question, c'est celui-ci, c'est quel est votre état de santé global. Et donc ici, vous positionnez ce petit curseur bleu sur une échelle de 0 à 100. Voilà, ça se complète en moins d'1 minute tous les jours, c'est très simple. Donc l'objectif de l'étude Mistral, c'est de mieux vous aider à vivre avec vos allergies. Et si on a suffisamment de données, c'est de développer un outil de prédiction des pics allergiques qui sera disponible sur une application mobile. Comment s'inscrire? C'est très simple. Il suffit de scanner ce QR code ou d'aller sur le site qui est noté ici. Et donc, il y a 4 étapes pour s'inscrire. Il y a d'abord un petit questionnaire qui permet de savoir si vous pouvez y participer. Ensuite, vous allez tomber sur 3 vidéos qui vont vous permettre de comprendre l'étude. C'est important, car ça reste une étude clinique. Vous allez ensuite devoir signer un accord de participation pour bien signifier que vous avez bien compris l'étude. Et puis, ensuite, installer l'application Masker sur votre téléphone. Pour faire tout ça, vous pouvez compter à peu près 30 minutes. Ça peut être moins. Et voilà. Et si vous ne pouvez pas participer à l'étude, vous pouvez quand même nous aider. Vous pouvez parler de l'étude Mistral autour de vous, simplement. Ça peut intéresser vos amis, votre famille, vos voisins. Ou alors, si vous pensez que vous pouvez être encore plus actif pour nous aider à recruter du monde, vous pouvez devenir ce qu'on appelle un ambassadeur, c'est-à-dire, dans ce cas-là, vous entrez en contact avec nous et on voit ensemble comment on peut faire pour déployer la bonne nouvelle. Voilà, donc je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je laisse ici le QR code si vous avez besoin. Merci bien Sabrina. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cette étude qui va être donc réalisée, qui a démarré sur le territoire? Oui, il y en a plein. Alors déjà, Colline Lankmans. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir jusque quand était menée cette étude, sur combien de temps? Oui, c'est mené sur 1 an. Elle a débuté en fin juin, enfin le 29 juin dernier, ou le 22.
Et donc, ça dure jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. C'est 1 an pour pouvoir observer l'ensemble des pollens, en fait. D'accord. Et uniquement sur les Bouches-du-Rhône? C'est uniquement sur la région, donc Marseille, Aix-en-Provence et Tandberg. D'accord. Merci. Et Sabrina, si je peux aussi compléter, enfin si j'ai bien compris, en fait, on peut rentrer dans l'étude en cours de route et puis rester quelques mois et ressortir. Hein. C'est ça. Vous pouvez entrer quand vous voulez et vous pouvez en sortir également quand vous voulez. Pour ça, il y a un petit bouton sur l'application qui permet de le faire. Vous pouvez également entrer et faire une pause et puis reprendre plus tard. C'est pas ce qui compte en fait, c'est qu'on ait de la donnée, et avoir de la donnée pour une même personne, ça permet d'avoir des périodes pour un même individu et donc une même sensibilité, des périodes avec plus ou moins de pollen, plus ou moins de pollution. Alors justement, une question portait sur les périodes de l'année où les pollens sont les plus abondants. Est-ce qu'on les connaît, ces périodes? Oui, en fait, vous avez des pollens à peu près sur toute l'année, sauf peut-être en ce moment, où il y a une petite période creuse. En fait, on va avoir ces différences selon les allergènes, en fait, les pollens. Vous avez les graminées qui vont être sur une période plutôt printanière et un peu en été. Vous avez les cupressacées, donc la famille des cyprès, qui va être un petit peu en novembre pour les genévriers, si je me souviens bien. Et puis, à partir de janvier, vous allez avoir les cyprès qui sont très importants sur votre région. Vous avez également de l'ambroisie qui va être en septembre. Je ne les connais pas tous, mais… non, bien sûr, on ne va pas faire tout le catalogue, mais ce que l'on voit là, en tout cas, c'est qu'effectivement, en fonction du pollen, on va avoir une période privilégiée, quoi, en fait. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. Et généralement, on déduit… Oui, pardon. Pardon, je vous laisse finir. Généralement, on déduit… Enfin, moi, en fait, par exemple, je suis allergique aux graminées, mais je suis diagnostiquée que depuis 2 ans. Avant ça, je savais quand même que j'étais allergique aux graminées parce que dès que je tondais la pelouse, ça n'allait plus, quoi. Donc, voilà. Donc, on arrive quand même à déduire à peu près à quoi on est allergique. Et donc, pour rappeler la zone géographique de l'étude Mistral, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'est Aix, Marseille et les Tandberg. C'est ça. Donc, soit vous y habitez, soit, en fait, il faut y passer du temps. C'est très simple. Hein. Vous pouvez ne pas y habiter, mais y travailler, ou ne pas y habiter et y aller très régulièrement pour vos loisirs. C'est important. D'accord. Très bien. Ben, merci bien, Sabrina. Merci à vous. À vous. Donc, je vais vous laisser arrêter le partage de documents, s'il vous plaît. Oui. Alors là, en fait, ça partage toujours, mais ouais, voilà. Bon. Non, on voit votre écran. En fait, voilà, ça y est. Ouais. Merci bien. Donc, toujours alors, vous voyez là, en fait, on est dans l'idée de bien le citoyen soit acteur sur le territoire, et justement dans le cas que montrait Sabrina, là, on a besoin justement que les citoyens participent, et plus l'échantillon sera plus conséquent et plus on aura des valeurs qui seront consolidées, et ça c'est très important. Mais aussi nous, dans notre écoute des attentes sur réponse, on avait besoin que tous les citoyens soient écoutés et soient pris en compte. Et en fait, quand on fait de la concertation, il y a un biais qui est régulier, hein, qui est classique, c'est celui d'entendre, je dirais, d'écouter plus de cheveux blancs, en fait, si vous me permettez l'expression. Et en fait, nous, notre crainte par rapport à ça, c'est de pas avoir, d'avoir un angle mort, je dirais plutôt, sur la partie jeune, sur l'écoute des jeunes. Et donc, dans ce sens-là, on voulait avoir vraiment une action particulière vis-à-vis des jeunes pour les rendre aussi acteurs du projet Réponse, et bien les écouter, les entendre et agir avec eux sur la mobilisation du public jeune. Et donc, c'est dans notre tableau complet des préoccupations que l'on entendait sur le territoire, dans l'idée d'écouter tous les publics. Un point pour nous important, c'était donc le public jeune, et pour les toucher,
On s'est fait aider par la mairie de Fos-sur-Mer qui a la chance, qui a mis en place surtout un conseil municipal des jeunes. Anthony, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonsoir. Je vois que tu as fait le constat que les jeunes étaient moins présents dans ce recueil des attentes. Donc, il y a eu ce rapprochement avec le conseil municipal de Fos. Alors, je vais juste mettre une image en fond pour illustrer mes propos. Voilà. Juste une photo, c'est bon, vous la voyez? Oui. Merci. Oui. Alors, quelques mots sur ce conseil municipal. Donc, il existe depuis 1997. Il se calque sur le fonctionnement d'un conseil municipal adulte. Il a le même fonctionnement. Il est composé de 18 jeunes, donc avec la parité garçon-fille de 11 à 14 ans, et il est renouvelé tous les 2 ans. Donc ça, c'est pour le collège Malraux à Fos-sur-Mer. Alors, il se réunit 2 heures par semaine quand il y a les semaines scolaires, et il permet de faire remonter des besoins, des remarques, ou travailler avec les élus sur des orientations, sur des projets de ville. Et voilà, ça permet aux jeunes de s'investir sur des actions citoyennes dans la commune. Donc, ces jeunes, les objectifs de la réunion, c'était de leur présenter le dispositif réponse et puis ce travail mené sur la qualité de l'air, ce recueil des attentes, c'était de pouvoir les entendre, recueillir leurs attentes, parce que c'est, voilà, comme le disait Gwenaëlle, un public qui est éloigné dans le recueil. C'était aussi instaurer un dialogue permanent avec eux, donc passer par le conseil municipal des jeunes, c'est aussi, voilà, étendre un dialogue avec d'autres jeunes du territoire, parce que ce sont les porte-parole des autres collégiens. Alors, la séance qui s'est déroulée avec le conseil municipal, c'était basé sur des ateliers. Il y a eu 2 ateliers, donc on a l'illustration en photo. Le premier atelier, c'était connaître les préoccupations des jeunes sur l'air. Donc, il y avait 2 questions qui leur ont été posées. La première, quand on dit pollution de l'air, je pense à quoi? Donc là, les jeunes du conseil municipal ont fait remonter des réponses. Donc, on voit des réponses marquées par le contexte local industriel, donc des notions de fumée, de polluants, d'usines, mais aussi de transport, les produits ménagers utilisés à la maison, donc les essences, les produits cancérigènes, donc ce type de réponse. On leur a aussi demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour agir contre cette pollution de l'air. C'est là qu'on a vu que les jeunes étaient très sensibilisés à l'environnement, aux problèmes santé-environnement, puisqu'ils ont évoqué tous les différents secteurs d'intervention possibles. Ils ont parlé des transports, donc développer les transports en commun, le covoiturage, les modes de déplacement doux. Ils ont parlé aussi des énergies, donc par exemple réduire les climatisations, le chauffage. Ils ont parlé du tri et du recyclage, parce que c'est aussi lié au mode de consommation, au transport. Et ils ont parlé aussi du bio et du local dans la consommation. Donc, partant de ces attentes, on leur a ensuite demandé, dans un second atelier, quels étaient les outils de communication pour parler et pour toucher les jeunes. Donc, de nombreux outils ont été évoqués, hein, que ce soit par les médias écrits, audiovisuels, la radio, donc les réseaux sociaux, donc beaucoup Internet. Et parmi tous ces moyens recensés, on leur a demandé de voter et de choisir vraiment un outil coup de cœur parmi 3 outils préférés. Donc les 3 outils qui sont ressortis, c'était d'abord les réseaux sociaux, ensuite la télé, notamment par les informations, et aussi les structures éducatives, et notamment par l'école. Donc leur outil coup de cœur, c'était les réseaux sociaux, et notamment l'outil Instagram. Donc c'est vrai que c'est un réseau social très utilisé par les classes d'âge, par leur classe d'âge, et quelque chose qui est encore peut-être peu utilisé dans les concertations, dans la communication. Donc voilà, ce qui a été décidé, c'était de développer avec eux cette communication par Instagram, que les jeunes du conseil municipal puissent indiquer, enfin, nous aider à savoir quel langage utiliser, quel
quelles informations partager, quel type de poste, voilà, quel visuel était attendu. Enfin, vraiment nous aiguiller sur cette communication pour qu'elle puisse voilà, toucher le public des jeunes. Donc, après cette première séance de travail, il est prévu une nouvelle rencontre avec le conseil municipal des jeunes cet hiver. Merci Anthony. Donc effectivement, c'est grâce à... si tu peux couper ton micro, voilà. Oui, donc effectivement, c'est grâce à la mairie de Fos-sur-Mer, du coup, que l'on a pu avoir cette action auprès des jeunes, ce public dit éloigné, et que l'on va encore poursuivre courant d'hiver pour justement toucher ces publics un peu différents. Et donc, on a parlé là de différentes actions, hein, qu'elles concernent l'information, qu'elles concernent le fait de s'engager dans des dispositifs existants. Et en fait, il faut aussi se rendre compte que Réponse, c'est vraiment un gros plan d'action qui est mis en place par tous les acteurs sur le territoire. C'est une vraie dynamique de territoire qui engage tous les acteurs. Mais en même temps, ce plan d'action, il est très, très important, évidemment, qu'on le suive et qu'on s'assure qu'il avance, qu'il rende des indicateurs, des résultats et qu'on puisse avoir ce suivi de ce plan d'action. Et ça, pour Réponse, c'était important que ce soit mis à la main des associations. On s'est dit que c'était vraiment à elles de piloter ce suivi du plan d'action. Donc, le plan d'action, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous savez que vous pouvez le suivre sur dispositif-réponse.org. Et donc, je vais laisser la parole maintenant à Grégoire de FNE, pour justement nous expliquer comment s'organise ce suivi du plan d'action Réponse que vous faites de façon très régulière et rigoureuse. Donc, oui, j'ai mis les micros, c'est bon. Donc, on suivi du plan d'action en 5 points. Premièrement, on précise le groupe de suivi. Deuxièmement, on veille à ce que les fiches soient compréhensibles. Troisièmement, on veille à la pertinence des fiches d'action. Quatrièmement, on veille à la mise en œuvre des fiches d'action. Et cinquièmement, on veille à l'amassement des réponses. Donc ça, c'est assez théorique. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait? En pratique, on a 6 réunions par an pour discuter des nouvelles fiches d'action. Et donc ces réunions sont ouvertes aux autres collèges. Et il arrive que d'autres collèges participent à ces réunions-là et elles sont les bienvenues. Alors, le S3PI, dans ces cas-là, retourne aux porteurs les remarques des associations pour amendement. Et donc, une fois que l'action est amendée, la fiche d'action est amendée, elle va sur le site S3PI. Et on a aussi un outil qui est commun entre S3PI et les associations. C'est un fichier Excel sur lequel nous faisons nos remarques. Bon, si vous voulez savoir quelles sont les associations qui sont au comité de pilotage, il y a donc Marc Guérin de Phare Sud, il y a René Tassi des Corolais, il y a Bernard Nicolini de Étang de Berre, je crois que je peux avec quelqu'un, et puis moi, voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si tu as cité René Tassi aussi, des Corolais? Un premier Corolais, René Tassi. Pardon, oui, autant pour moi. Donc, merci Grégoire. Donc, vous voyez, ce suivi du plan d'action, il est assuré donc, par les associations et c'est fait donc, très régulièrement, tous les 2 mois, aussi bien sur le fond que sur la forme. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce suivi du plan d'action? Alors, Jacques Ponce? Oui, bonsoir. Quels moyens vous avez pour activer les porteurs qui n'agissent quasiment pas sur leurs actions? En théorie, le contact se fait entre S3PI et les porteurs d'action, qui fait l'intermédiaire entre les associations et les porteurs d'action. Les porteurs d'action peuvent être extrêmement différents. Ça peut être, ça peut être la mairie de Fos, ça peut être je sais plus, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas peindre en rouge, par exemple, les actions qui n'évoluent pas du tout, pour un peu interpeller les porteurs qui sont concernés? Mais ça on le fait à l'interne sur notre fichier Excel.
Oui, mais que vous fassiez un interne sur le fichier Excel et que ce ne soit pas visible par les citoyens, c'est peut-être pas très bien. Ça aurait plus de poids si les citoyens étaient conscients que certains porteurs Je comprends très bien. d'agir beaucoup. En fait, si je peux me permettre, ce que l'on voit et ce qui est fait, vous avez raison Jacques, hein, et ce que l'on voit et ce qui est fait sur la plateforme, c'est bien l'état d'avancement. Et effectivement, quand une action n'avance pas, eh ben, on peut le voir directement sur la plateforme. En fait, on peut même trier à travers le moteur de recherche, on peut même trier avec ce tri de l'avancement du plan d'action. Et concrètement, si on veut voir toutes les actions soldées, par exemple, il suffit de les trier avec ce moteur de recherche. Et de la même façon, on peut voir celles qui n'ont pas avancé. Donc, c'est disponible. Alors, je vais vous partager rapidement mon écran et vous le voyez là. En fait, ici, donc c'est sur la plateforme. Et là, je trie par état d'avancement et on voit action dont l'avancement n'est pas connu. On en a une sur les 130 que l'on a sur le sujet. Non, mais moi, je parlais plutôt des actions qui sont classées dans les actions en cours et où on lit, à cause du confinement, du Covid, on n'a pas pu travailler, où on lit aussi, on devait se réunir en 2020, on n'a pas pu le faire, on le fera en 2021. On est déjà mi-octobre et il n'y a toujours pas eu de réunion sur ce type d'action. Donc, voilà, il y a des actions en cours qui, en fait, n'avancent pas du tout. C'est ça que je voulais dire. Alors ça, effectivement, les associations, ils sont vigilantes et nous, de notre côté, on les relance beaucoup. Je pense que ce n'est pas tant que ça, en fait, mais on vérifiera. Mais ces actions-là, on les surveille comme le lait sur le feu et de toute façon, il faudra qu'on ait un retour avant la fin d'année. Hein. D'accord. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci bien. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions sur les sujets précédents. On y reviendra à la fin. On va poursuivre sur notre ordre du jour. Donc, en fait, là, on a un peu défriché, enfin, je dirais plutôt défriché quelques actions qui sont en lien avec les attentes que l'on a reçues lors de notre consultation des populations. Donc, on a consulté 1300 personnes, là, je le disais, sur le territoire. Mais une autre façon aussi d'être impliqué sur nos sujets et d'être plus impliqué même dans réponse, c'est dans le cadre du panel citoyen. Et là, les citoyens ont vraiment pleinement leur rôle à jouer. Le panel citoyen, c'est un échantillon d'une 60aine de personnes. Alors concrètement, c'est une quinzaine qui participent, mais qui vont aider à des moments clés du dispositif sur la façon dont on organise la concertation, sur la façon dont on rend des comptes. Et ça, pour nous, c'est vraiment un échantillon qui est très pertinent et qui nous apporte beaucoup. Et donc, en fait, c'est… alors, pour votre info, on organise régulièrement des campagnes de recrutement, donc par année civile, parce qu'il faut suivre toute une année. Et en fait, là, on a aussi voulu étendre le rôle du panel citoyen avec… donc, qui est toujours dans l'idée d'impliquer les citoyens le plus possible dans la démarche, donc de les impliquer à travers la plateforme. En fait, on avait une attente qui était de rendre la plateforme plus didactique, plus claire, d'essayer de clarifier certains sujets, et notamment à travers des schémas. Donc, des schémas que nous avons fait avec Anne Delorme, par exemple, d'environnement industriel, qui est aussi inspectrice des installations classées et juriste. Donc, il y a certains schémas qu'on a fait en partenariat avec elle. Mais pour elle, comme pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir ce regard du citoyen sur ces schémas pour justement toujours améliorer la plateforme. Et donc, pour avoir cette critique constructive, nous avons donc proposé au panel de participer à des séances de critique de ces schémas. Et je vais passer la parole à Yolande, qui a participé à l'une d'entre elles. Oui, bonsoir. Effectivement, donc en tant que panel citoyen, nous avons été sollicités par la lecture critique de 4 schémas explicatifs qui étaient en cours d'élaboration.
Donc, en fait, il y a eu 2 schémas qui étaient critiqués par séance en distanciel. Et donc, moi, j'ai participé effectivement à une de ces séances. Alors, pour vous situer, par exemple, j'ai en tête le schéma qui était comprendre la réglementation sur les installations industrielles. Donc, ça paraît extrêmement complexe et personne n'était effectivement vraiment qualifié pour parler de ça. Donc, on est parti d'un schéma qui existait, qui nous a été proposé. Et tout d'abord, chaque participant a expliqué ce qu'il comprenait de ces schémas ou bien ce qu'il ne comprenait pas du tout. Voilà. Donc, très librement, et chaque avis a été pris en compte. Donc, ça, c'était déjà un premier point. Ensuite, bon, là, on a dit, on va essayer de proposer quelques améliorations. Donc, on a construit un genre de proposition. On était, je ne sais pas, une dizaine de personnes qui étions connectées comme ça. Et donc, ces propositions se sont faites sur 2 plans. D'abord, sur la forme, c'est-à-dire dans le schéma lui-même, qu'est-ce qui nous paraissait embrouillé, comment est-ce qu'on pouvait déplacer ou restructurer le schéma pour que ça soit plus facile à lire. Et ensuite aussi, par exemple, adopter un code de couleur qui permettait aux personnes qui lisent le schéma de se repérer plus facilement sur les actions, les effets, etc. Et ensuite, on a pu proposer aussi des améliorations sur le fond, tout simplement à notre mesure, dire, bon, là, ça nous paraît un peu embrouillé, donc est-ce qu'on ne pourrait pas apporter des précisions, etc. Voilà. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et c'était très, très bien parce qu'évidemment, tout le monde avait une approche, c'était une approche multiple. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir comment les gens s'emparent d'un sujet qui était a priori très complexe. Voilà, et dans un deuxième temps, l'équipe nous a prévenu que les schémas sur lesquels on avait discuté étaient en ligne. Et donc, par exemple, moi, je suis allée voir sur le site de réponse, je suis allée voir si ces schémas avaient pris en compte les discussions qu'on avait eues et les modifications qu'on avait proposées. Et effectivement, ça a été fait. Donc, voilà ce que je voulais dire. Merci Yolande. Et donc juste pour préciser aussi, cette demande d'avoir une plateforme qui soit plus didactique, c'était une demande qui avait émané déjà du panel au départ. Et pour nous, c'était très important d'avoir cet œil extérieur et néophyte qui justement permet d'améliorer les schémas et donc rendre la plateforme plus didactique. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Non. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions qui ont été dans le chat, là, avant de conclure. Donc, il y avait une question qui portait sur Allo Industrie. Marc, je crois que c'est pour toi. Donc, c'est de M. Cotugno, qui est de la mairie d'Istres, qui posait la question de est-ce qu'il existe une alerte, une appli, un SMS, un mail. Alors, quelqu'un a répondu avec Twitter, mais peut-être tu peux clarifier. Oui, je vais préciser. Donc, effectivement, l'information est disponible sur le site Internet qui est ouvert au grand public, donc accessible à tout le monde, mais qui nécessite effectivement une action volontariste. On a la possibilité, alors les industriels ont tous la possibilité de relayer ce message par Twitter. Donc, si vous abonnez au compte Twitter, vous pouvez recevoir les notifications. Ceci étant, tous les industriels ne veulent pas utiliser Twitter. C'est une question de politique de communication interne à l'entreprise. Voilà, sur l'utilisation des réseaux sociaux, bon, il y a du pour, du contre. Après, c'est leur décision. Donc, c'est pas le moyen le plus sûr d'avoir toutes les informations. Après, il y a des destinataires privilégiés. Et je crois qu'il y avait la question d'un représentant de mairie. Donc, lui, il peut être considéré comme un correspondant privilégié, puisqu'il y en a certains qui l'ont. Je crois qu'Anthony
et destinataire. Donc le message est systématiquement relayé par mail, à une adresse mail donc de ces destinataires privilégiés, donc qui sont définis. Donc par défaut, il y a tous les participants des CSS. Donc CSS, c'est les commissions de suivi de site, hein, donc qui se réunissent régulièrement et qui font le bilan d'activité des sites sous l'autorité du préfet ou du sous-préfet. Et donc les représentants de ces CSS reçoivent les messages. Mais on peut à la demande rajouter un certain nombre de correspondants à la liste. Et à ce moment-là, à chaque message, ils recevront un mail. Donc voilà le dispositif complet. Très bien, merci bien. Est-ce que M. Coutinho, ça répond à votre demande? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, merci. Oui, en fait, on va entrer en contact avec vous hein, pour voir si à la mairie, peut-être qu'Aïs, vous avez Christian Monio, des risques majeurs. Mais nous, à l'environnement, on aimerait bien aussi être dans cette liste de diffusion parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, les administrés nous appellent et on ne peut pas trop forcément les orienter. Pas de problème. C'est le genre de choses qu'on souhaite pouvoir faire, justement. Merci bien. Merci à vous. Et il y avait une autre question aussi dans le chat qui portait sur, qui était pour Sabrina, du coup. Est-ce qu'on sait déjà s'il y a plus de personnes allergiques sur le pourtour de l'étang de Berre? Alors, je n'ai pas de données sur les allergies. En revanche, j'ai des données sur l'asthme. En fait, l'asthme autour de l'étang de Berre serait à 17%, alors que la moyenne nationale est à 7%. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est tout venant de l'allergie. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut étudier, justement sur des études en vie réelle comme celle-ci. Mais voilà. C'est déjà un premier élément d'information. C'est très conséquent, oui. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interrogations ou remarques? Donc, Shirley vous a mis dans le chat les différents liens si vous avez besoin. Donc, en fait, ces liens renvoient tous vers la plateforme. Donc, ça me permet de vous rappeler, de vous donner cette dernière info. Hein, la plateforme dispositif réponse que donc j'ai montré tout à l'heure. Hein, c'est une plateforme qui rassemble vraiment toutes les actions qui sont portées sur le territoire contre la pollution de l'air. Donc, c'est perfectible, on est d'accord. Et il faut absolument surveiller le suivi, on est d'accord aussi. Mais ce qu'on voit, c'est quand même que les actions avancent, qu'il y a de plus en plus de porteurs d'actions qui sont impliqués dans la démarche, qui s'associent à cette démarche réponse. Et on a aussi un retour des populations qui est positif par rapport à la démarche, justement parce qu'elle est collégiale. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur la plateforme réponse, donc dispositif-réponse.org. Donc, vous trouverez toutes les actions que l'on n'a pas pu aujourd'hui expliciter. Hein, vous avez compris, hein, c'était vraiment que quelques actions clés par rapport à ce que l'on a entendu sur le territoire lors de notre enquête au printemps auprès des populations, auprès des citoyens. Et j'en profite aussi pour conclure sur les prochains rendez-vous. Donc, je souhaite vous informer de la suite des événements. Donc, vous l'avez compris, en 2019, nous avions fait un premier cycle écoute des populations, action des acteurs et rendu des comptes. Donc là, on a commencé un deuxième cycle avec écoute des populations au printemps. Travail sur les actions avec les acteurs, mais aussi les citoyens. Donc ça aura lieu en novembre, entre le 17 et le 20 novembre. On va avoir des ateliers. Donc si vous nous avez laissé votre adresse mail, on va du coup pouvoir vous y inviter et ensuite rendre des comptes cette
action capitale. Enfin, pour nous, c'est très capital. Hein, c'est vraiment rendre des comptes, ce devoir de suite qu'on appelle dans la concertation. On le fera la première quinzaine de mars, donc juste avant les élections, la période de réserve pour les élections présidentielles, pour que tout le monde soit libre de pouvoir parler. Donc voilà, on est dans un deuxième cycle d'écoute et d'action vis-à-vis de la pollution de l'air sur le territoire de l'étang de Berre. Et je vous remercie aujourd'hui d'avoir participé aujourd'hui. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. C'est le dernier moment. Non, pas. Donc je vous remercie tous. Merci bien et bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser vos mails. Et j'en profite pour remercier aussi tous les intervenants de se prêter à cet exercice. Merci beaucoup.